Sophie In 't Veld, bonjour. Vous êtes députée européenne, originaire des Pays-Bas et 10 ans après les attentats du 11 septembre, vous avez rédigé un rapport sur la lutte contre le terrorisme au sein de l'Union européenne. Alors au bar de l'Europe, c'était circonstance, on vous a servi un cocktail explosif, un jus de grenade, bien inoffensif en fait. Mais est-ce que le citoyen européen aujourd'hui, est-ce qu'il doit encore avoir peur de la menace terroriste ? Mais la menace terroriste a toujours existé, même avant le 11 septembre. On oublie facilement qu'il y a... Et encore aujourd'hui, on a le terrorisme au Pays Basque. Donc c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas que la menace islamiste. Oui, non, c'est ça, mais on a oublié, je crois, parce que le 11 septembre, ça a tellement dominé les images, disons. Donc, et je crois qu'un jour, le terrorisme islamiste va disparaître, mais il y aura d'autres vagues de terrorisme. Ça appartient à notre monde. Donc, la menace, il y aura toujours, mais je crois qu'il faut très bien réfléchir comment on protège non pas uniquement les vies humaine, mais également notre démocratie, les droits fondamentaux, l'état de droit. Ouais, les libertés civiles. Oui, parce que c'est à ça que les terroristes s'attaquent. Ils veulent détruire notre liberté, notre démocratie, donc il faut pas protéger uniquement les personnes, mais également notre démocratie et notre liberté. Vous voulez dire qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on a limité en quelque sorte les libertés civiles des citoyens européens ? Vous pensez à quoi ? On a absolument réduit les libertés civiles, mais il faut voir, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Est-ce que ça nous a apporté plus de sécurité ou pas ? Est-ce on s'est amusé des nouveaux pouvoirs qu'on a créés pour lutter contre les terroristes, parce qu'on peut voir qu'on a créé de nouveaux pouvoirs pour les autorités publiques, pour la police, pour la justice, pour les services secrets. Mais ces pouvoirs sont utilisés également pour d'autres objectifs. Peut-être des objectifs très légitimes, lutter contre, je sais pas, le trafic des drogues, etc. Mais c'est pas la lutte contre le terrorisme, c'est pas la même chose. Donc il faut bien distinguer. Mais cela dit, cela fait plusieurs années qu'il n'y a plus eu d'attentats d'envergure. Ça prouverait quand même que les mesures prises sont efficaces. Ils ont quand même tenté, les terroristes. C'est pas qu'ils ont abandonné complètement, mais il faut être très précis. Il faut regarder de près quelle est la menace et quelle est la proportionnalité des mesures. Et je crois qu'on n'a jamais fait une évaluation. C'est presque un tabou de poser des questions critiques, tandis que dans tout autre domaine politique, s'il s'agit, je sais pas, des transports, santé publique, on fait toujours une évaluation pour savoir si les mesures qu'on a prises valaient la peine, c'est ça ? Si sont efficaces, s'il y a de bons résultats. Alors, je vous interromps parce que vous voyez. Petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. Claude Moniquet, je suis le président du European Strategic Intelligence and Security Center à Bruxelles, et ma question portera sur Guantanamo. Au début de la guerre en Afghanistan et puis en Irak, les Américains se sont trouvés confrontés à ce qu'on appelait les ennemis combattants, c'est-à-dire des combattants illégaux, puisqu'ils ne correspondent pas aux critères de la Convention de Genève. Ils ne participent pas à des groupes qui sont identifiés et répondent à un chef, ils ne portent pas l'uniforme ou un insigne reconnaissable, ils ne portent pas ouvertement les armes, et quatrième condition, ils ne se conforment pas aux usages de la guerre. Donc Guantanamo semble être la meilleure solution pour les emprisonner. Aujourd'hui, plusieurs centaines, 250 de ces personnes restent à Guantanamo, sont difficilement libérables, et en tout cas plusieurs dizaines ne pourront pas l'être parce qu'ils sont dangereux. On ne peut pas les renvoyer en Afghanistan, les autorités afghanes n'en veulent pas, on ne peut pas les renvoyer chez eux, ils risquent la torture ou la mort, les États-Unis ne les laisseront pas s'installer sur leur territoire, et les pays européens n'en veulent pas. Dès lors, que faire de ces prisonniers, et que peut faire l'Europe pour aider Washington à trouver une solution à ce problème ? Réponse ? Non, mais je suis tout à fait d'accord que nous, l'Europe, on a une obligation morale d'aider les États-Unis, non pas parce que eux, ils ont créé ce problème, mais c'est pas notre invention. Et l'Europe a toujours critiqué Guantanamo. En même temps, on a soutenu la stratégie ou la soi-disant guerre contre le terrorisme des Américains, donc on est partiellement co-responsable de cette situation. Donc je crois qu'il faut également prendre la responsabilité pour une solution. Si ces gens-là sont coupables ou dangereuses, on ne sait même pas. Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais il faut les accueillir en Europe ?
Oui, je crois qu'il faut prendre une partie de la responsabilité, même si le problème n'a pas été créé par nous. Mais il est vraiment indispensable de résoudre ce problème et également de clarifier d'autres violations du droit international et des droits de l'homme qui ont été commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, comme l'Abu Ghraib, mais également les extraditions illégales, les prisons secrètes, etc. Et surtout maintenant, parce qu'on a maintenant le printemps arabe, comment est-ce qu'on peut dire crédiblement aux jeunes gens là-bas au nord de l'Afrique, il faut construire votre démocratie, l'état de droit, respecter les droits de l'homme, si nous, on ne prend pas la responsabilité, si nous, on ne respecte pas les droits de l'homme, si nous, on ne respecte pas le droit international et les règles de la démocratie. C'est une question d'autorité morale et de crédibilité. Alors, il y a une autre question que vous posez dans votre rapport et qui peut paraître étonnante, c'est la lutte contre le terrorisme. Combien ça coûte en Europe ? Ça n'a pas de prix quand même, la protection des citoyens. Mais tout a son prix et c'est toujours une question, mais c'est une question de crédibilité démocratique. Parce que si nous, on prend des mesures, parce que chaque décision, c'est toujours une décision de vie et de mort, on peut dire. On prend des décisions, par exemple, sur l'allocation des moyens aux recherches pour la santé publique, par exemple. On prend des décisions sur la vie et la mort. Et il faut, pour être capable de choisir les priorités, il faut savoir combien ça coûte. Et en plus, on a caché... C'est pas une question indécente pour vous? Non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Bien au contraire, pour être efficace et pour être crédible, il faut savoir combien ça coûte. Et en plus, il y a des intérêts financiers, soyons clairs. Et moi, je veux pas du tout, il y a des gens qui croient que chaque question critique, ça a pour objectif d'éliminer complètement la lutte contre le terrorisme. Bien au contraire. Moi aussi, je suis très attachée à la sécurité, à ma sécurité. Mais justement, pour être efficace, pour avoir une vraie sécurité, il faut prendre les bonnes décisions et poser les bonnes questions. Et une bonne question, c'est combien ça coûte. Est-ce qu'on dépense vraiment l'argent des contribuables aux bonnes choses? Et en plus, on se trouve en pleine crise économique. Il y a beaucoup de chômage. Il faut faire des économies sur la santé publique, l'éducation, la culture, etc. Des secteurs très disons, vulnérables. Et si on a le choix entre un scanner de sécurité, comme on dit, à l'aéroport, ou par exemple les soins pour les gens âgés, c'est une question de priorité. Alors il faut savoir, est-ce que ça apporte vraiment ce qu'on attend, le body scanner, ou est-ce qu'on préfère donner priorité à la santé publique? Merci Sophie Hindenfeld d'être venue au bar de l'Europe et je vous propose de goûter ce jus de grenade inoffensif comme je l'ai dit.